Mm. Il se connecte. Écoutez, messieurs, merci très sincèrement d'avoir accepté de participer à cette audition. Toutes nos excuses, évidemment, pour le retard pris. Nous avons auditionné avant vous les services du département dans le cadre de la procédure d'aménagement foncier, mais aussi également les deux présidents de chambres d'agriculture du Tarn et de la Haute-Garonne. C'est donc une séquence agricole que nous terminons avec vous en vos qualités de syndiqués. Je tiens donc à vous saluer, Monsieur Jougla, président de la FNSEA d'Occitanie, Monsieur Cédric Vaught, donc qui vous accompagne, et Monsieur Alexandre Glaise, Monsieur Bruno Cabrol aussi également, Monsieur Grégoire Moncharmont et Monsieur Rouanet Jean-Philippe pour la Confédération paysanne du Tarn. Et comme je l'ai indiqué, Monsieur Xavier Palouse, président de la coordination rurale du Tarn, nous rejoindra incessamment sous peu. Donc, messieurs les présidents de syndicats, il est important pour nous aujourd'hui de vous auditionner tout simplement pour avoir votre sentiment par rapport à la réalisation évidemment de cette infrastructure autoroutière qui est la 69 et puis voir comment vous avez pu être assimilé aux différentes procédures notamment la réalisation de ce protocole d'indemnisation qui a été monté entre la Haute-Garonne et le Tarn, et plus, j'allais dire, largement sur éventuellement les auditions que vous avez pu avoir ou les interrogations que vous avez pu avoir sur les compensations environnementales. Bref, nous sommes là pour vous entendre. Je vais vous rappeler que nous devons voilà, vous préciser que les auditions sont publiques, pardon, elles sont retransmises sur le portail de l'Assemblée nationale
et que donc, à ce titre, je vais vous demander, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées, de vous demander de prêter serment et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire je le jure. Donc, successivement, Monsieur Jougla, s'il vous plaît, Je le jure. Monsieur Cédric Vaught, Jure. Monsieur Alexandre Glaise, Je le jure. Monsieur Rouanet Jean-Philippe, Je le jure. Monsieur Bruno Cabrol Je le jure. et Monsieur Grégoire Moncharmont. Je le jure. Voilà, et je viens de voir apparaître Monsieur Xavier Palous. Si vous pouvez, monsieur, s'il vous plaît, mettre votre caméra en route, et je vais me permettre de vous demander aussi également de prêter serment. Euh, oui, ma caméra. Alors, ok, c'est bon. C'est parfait, on vous voit, Monsieur Palous. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette audition. Désolé encore une fois pour le retard. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et de dire je le jure. Je vous en prie. Et je le jure, hein. Merci, Monsieur Palous. Nous allons pouvoir commencer donc cette audition, et je cède la parole sans plus attendre à Madame la rapporteure. Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs. Désolée pour le retard que nous avons pris, mais les auditions précédentes étaient très riches et nous ont permis d'explorer tout un tas de sujets concernant la question agricole et évidemment les compensations qui pourraient être faites, compensations financières, mais également évidemment compensations en matière agricole et environnementale. Et donc nous ne pouvions pas interrompre ces auditions. Donc, désolé, vous qui arrivez vers la troisième audition, d'avoir à supporter ce retard. Donc, je vous remercie de participer à nos travaux. Alors, je ne vous cache pas que je me suis interrogée lorsque j'ai établi le questionnaire qui vous a été adressé et sur lequel je vous demanderai si évidemment toutes les réponses ne sont pas faites dans le cadre de la commission, de répondre par écrit et de nous les envoyer pour que nous puissions exploiter vos réponses dans le cadre de la commission d'enquête et de rapport qui finalisera cette commission d'enquête. Parce que sur le plan technique, en fait, c'était pas trop difficile lorsqu'il s'agit de reprendre les étapes d'une procédure d'expropriation ou de remembrement foncier et de vous demander évidemment ce que vous en avez pensé, même si on sait que ces procédures, et c'est à la fois d'expropriation et de remembrement foncier, si vous avez eu la possibilité d'écouter les précédentes auditions, montrent que c'est le fruit et encore aujourd'hui d'un travail considérable. Mais si je me souviens bien, lors de votre audition pendant l'instruction de la pétition, là je ne parle pas de la commission d'enquête, mais la pétition contre la 69 en janvier dernier, par la commission de développement durable, vous aviez fait part et vous aviez exprimé de très sérieuses réserves. Vous aviez indiqué que le faible nombre de contentieux ne reflétait pas nécessairement une situation satisfaisante du traitement des exploitants expropriés, plutôt leur lassitude ou l'impression d'un combat inégal contre la société concessionnaire qui, dans le dossier qui nous occupe, est la société expropriante. Vous aviez également évoqué le sentiment de solitude de certains des agriculteurs avec lesquels vous étiez en lien. Et donc, j'aimerais bien que l'on puisse, au-delà du questionnaire que nous avons et sur la base des éléments qui nous ont été communiqués tout à l'heure, non pas 558 exploitants, mais 180 exploitations qui nous ont été communiquées par le conseil départemental, de nous faire part des éléments que vous pouvez avoir puisque vous êtes sur le terrain et complètement en lien avec les agriculteurs. Donc, le questionnaire que je vous ai envoyé peut vous servir de fil conducteur pour vos propos, mais évidemment, ensuite, vous pourrez le compléter par écrit parce que nécessairement, on ne pourra pas, par ce biais-là et par cette visio, traiter l'ensemble des sujets qui vous ont été demandés, les questions qui vous ont été posées. Voilà. J'arrête là, je vous laisse la parole et là, je ne sais pas qui veut commencer ou peut commencer. À vous. Oui, dans l'ordre qu'il vous plaira. Qui veut commencer? Il en faut un. Bon, alors s'il en faut un, je vais essayer effectivement Merci, Monsieur Jougla. d'ouvrir la discussion.
Tout d'abord en m'excusant, mais l'audition passe par la FNSEA et je n'ai pas reçu le questionnaire à date. Donc, j'avais prévu un propos liminaire qui ressemble à ce que j'ai pu dire lors effectivement de la précédente audition sur la pétition. J'espère que je ne ferai pas de hors-sujet majeur. Donc, tout d'abord, rappeler que le désenclavement du sud du département ou du sud du Tarn est un enjeu important pour Castres, pour Mazzarri, pour tout ce territoire. Donc là-dessus, le monde agricole fait partie du territoire et a aussi intérêt à ce désenclavement. Ensuite, il y a eu le choix entre un réaménagement des ouvrages existants et la possibilité de faire une autoroute voilà, sur une partie fermée. Ce choix-là, le monde agricole et la Chambre d'agriculture, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont pris le parti de ne pas participer à ce débat-là. Et lorsque la décision a été prise par les pouvoirs publics, donc d'un choix d'un aménagement autoroutier, ce qu'il paraissait important, c'est de défendre l'intérêt des agriculteurs concernés par l'aménagement et de l'agriculture de façon plus générale. Ensuite, les procédures ont suivi leur cours avec le choix d'un aménageur qui est Atoxa. Et à partir de là, les choses se sont mises en route, notamment la rédaction de protocoles d'éviction, donc que ce soit ou des protocoles d'occupation temporaire. Et on est sur ce pas de temps. Ce que nous regrettons sur ce type de procédure, c'est l'impossibilité pour la SAFER, enfin l'impossibilité de façon générale, mais pour nous, c'est la SAFER qui doit le réaliser, de stocker, de réaliser des opérations en amont de la décision du choix de l'aménageur. Nous avons entre voilà, le moment où le choix a été fait d'une autoroute, hein, je parle, on était au début des années 2010, et la décision de l'État de fonctionner avec Atoxa, une dizaine d'années pendant lesquelles nous aurions pu collectivement bénéficier d'un certain nombre d'opportunités pour stocker du foncier et faciliter aujourd'hui les travaux d'aménagement. Donc cette impossibilité hein, qui à ma connaissance relève de la loi, est un point sur lequel on souhaitait vous sensibiliser. Ensuite, puisque j'avais 3 griefs à l'encontre de la procédure, je les mets sur la table dès le début. Ensuite, la question des compensations environnementales, où notre intérêt, l'intérêt du monde agricole, est au maximum de pouvoir fonctionner en conservant l'activité agricole et en conservant la nature agricole des terres qui sont autour de l'aménagement. Et une partie de la compensation environnementale se fait par l'acquisition par Atoxa d'un certain nombre de surfaces qui vont aboutir à les geler et à les sortir de la production agricole. C'est quelque chose qu'on regrette, même si sur ce projet, nous avons quand même pu avancer sur des éléments de contractualisation avec des agriculteurs qui vont maintenir leur activité et réaliser un certain nombre de mesures d'action en faveur de l'environnement. Donc cette partie contractuelle va dans le bon sens, mais on aurait souhaité aller beaucoup plus loin sur cette partie de contractualisation de compensation environnementale. Le troisième grief qu'on peut faire en matière de procédure, il est peut-être un peu plus technique, mais ça concerne le tronçonnage du projet sur les commissions intercommunales d'aménagement foncier, où il est extrêmement compliqué, et je crois qu'il n'est même pas possible d'un point de vue réglementaire, d'avoir
des vases communicants entre différentes commissions d'aménagement foncier. Et certes, les communes sont des territoires cohérents, mais il peut arriver que des exploitations soient à cheval sur 2 communes et forcément, ça va tomber sur 2 commissions d'aménagement foncier, de ne pas avoir la possibilité de réaliser une approche cohérente voilà, sur les limites de ce tronçonnage est un point réglementaire, encore une fois, qui nous semble à améliorer. Voilà, j'ai fait, je ne sais pas si j'ai fait hors sujet, mais en tout cas, j'ai mis 3 sujets réglementaires sur la table. Ensuite, puisque nous sommes sous serment, et je voulais préciser, Madame la rapporteure, ce que vous avez dit sur l'audition autour de la pétition ne concerne pas l'ensemble du monde agricole, mais mes collègues de Confédération Paysanne, je crois, enfin, c'est à eux de préciser. En ce qui me concerne, j'avais effectivement fait état que l'immense majorité des agriculteurs concernés par le projet avaient plutôt fait le choix d'une transaction à l'amiable et que je trouvais que c'était plutôt un indicateur de bon fonctionnement de la procédure et en tout cas que nous le percevions comme un indicateur que les protocoles discutés et engagés par les chambres d'agriculture étaient plutôt satisfaisants pour les agriculteurs. Merci, Monsieur Jougla. On va passer peut-être la parole à la Confédération paysanne pour un propos liminaire, et puis après à monsieur qu'on a perdu. Ah non, pas du tout. Je suis président. Ah, pardon, Monsieur Palou, excusez-moi, je ne voyais plus dans mon écran. On vous passera la main par la suite, excusez-moi. Allez-y pour la Confédération paysanne, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, pour vous situer, on est déjà là, vous avez devant vous, enfin par vidéo, mais 3 agriculteurs qui font partie de ce territoire directement, donc ils sont soit directement impactés par l'autoroute sur leur exploitation, soit en limite d'exploitation. Donc, ça va permettre de bien vous expliquer la réalité de ce que peut être cette autoroute et des conséquences sur les exploitations. Pardon, excusez-moi, mais vous avez bien reçu le questionnaire? Oui, oui. Oui, oui, d'accord. Donc, Bien, le on en questionnaire. reparlera tout à l'heure par rapport à la Effectivement, FNSEA. on n'aura pas le temps, enfin c'est compliqué. Là, en plus, on nous avait parlé d'1 quart d'heure, donc de répondre à toutes ces questions précisément, mais il n'y aura aucun souci. Pour justement commencer par votre questionnaire, on va essayer je vais commencer par la fin, donc à répondre à votre dernière question, qui était de manière générale, quel est à votre connaissance le sentiment des exploitations agricoles et des propriétaires vis-à-vis du projet d'autoroute? Quelles sont les principales inquiétudes et les principales demandes ou attentes? Donc, par rapport à ça, déjà, c'est de vous rappeler qu'il y a une lettre ouverte qui a été signée par plus d'une centaine d'exploitants agricoles et porteurs de foncier qui mettaient en avant leur opposition à cette autoroute dès le début de ce projet et qui mettaient en avant justement tous les soucis qu'il allait pouvoir avoir. Je ne vais pas tout détailler, mais effectivement l'artificialisation des sols, des paysages, les conséquences pour l'environnement et les conséquences évidemment économiques pour les exploitations agricoles directement touchées et aux abords de ce projet. À cela s'ajoutent d'autres inquiétudes. L'autoroute va artificialiser déjà plus de 300 hectares, mais on va en plus avoir par effet un effet d'urbanisation autour de cette autoroute au fil du temps, donc des zones industrielles, des zones commerciales, d'autres rocades, d'autres déviations pour les communes, ce qui risque de continuer à artificialiser des terres agricoles. Et ça, c'est une inquiétude pour de nombreux agriculteurs et des conséquences qui vont être amplifiées sur nos exploitations. Une autre inquiétude qui ressort quand même assez souvent, c'est la présence, par exemple, sur certains territoires comme à Puylaurens, autour de Puylaurens en tout cas, et de Villeneuve-les-Lavorts, c'est la présence d'usines à bitume qui vont, par leur exploitation, venir sûrement polluer certaines terres, certaines productions. Et par là, donc, beaucoup d'exploitants sont inquiets. Voilà, je vous en prépare. Et en plus, dans ces exploitants, il y en a beaucoup qui font de la vente directe ou qui essayent de vendre localement leurs produits. Et donc, quelles conséquences pourraient avoir ces pollutions sur la nourriture des habitants localement? Ensuite,
les conséquences, parfois, ici, on l'a vu avant avec les interventions là, de la journée, les conséquences qu'il pourra y avoir sur les exploitations proches du tracé sont pas souvent prises en compte. Par là, par exemple, beaucoup d'exploitants peuvent avoir allé à Toulouse, dans des bassins de vie à Toulouse ou à Castres pour vendre leur production. Et ça va rajouter au prix où on nous annonce les péages, ça va rajouter une charge supplémentaire pour ces exploitants. Ou alors, s'ils décident de ne pas prendre cette autoroute, ça va leur rajouter du temps parce que la nationale va être moins bonne et moins directe. Donc ça, ce sont des conséquences indirectes, on va dire, mais qui vont impacter énormément d'agriculteurs et surtout des agriculteurs qui essayent de vendre localement leurs produits. Euh, Ensuite, pour un peu plus parler pour revenir un peu à vos questions sur le projet foncier et sur l'ensemble des compensations qu'il pourrait y avoir, le syndicat, en tout cas la Confédération paysanne, par exemple, n'a pas été du tout associé à aux compensations collectives qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire, voilà, la Chambre d'agriculture, vous l'a présenté avant, a reçu un financement pour des compensations collectives. De ce point de vue-là, en tout cas pour le moment, on n'a pas connaissance d'agriculteurs à qui on a proposé d'intervenir et la Confédération paysanne, en tout cas, euh, n'a pas, n'y a pas encore participé. Et donc voilà, ça on le regrette. On espère qu'il y aura une concertation et que ce ne sera pas des projets qui seront décidés à côté, mais que ce sera vraiment une concertation avec tous les agriculteurs du territoire et pas qu'avec quelques agriculteurs choisis par la Chambre d'agriculture. Enfin, pour les zones d'inclusion dont on a parlé plusieurs fois, euh, il est revenu, ces zones d'inclusion donc vont amener à avoir des réserves foncières. Faut bien comprendre qu'on est sur des territoires où il y a déjà une très forte pression foncière sur ces terres agricoles. On parle beaucoup de l'installation de jeunes agriculteurs, de la nouvelle génération. Faut savoir que de mettre en réserve des terrains comme ça va aussi, faut penser que ça va limiter aussi des possibilités d'installation pour de nouveaux agriculteurs et ça va aussi mettre encore plus de tension sur les exploitations qui sont en place et aussi qui peuvent amener des conflits voilà, entre exploitations, entre agriculteurs. Donc c'est pas non plus un modèle c'est pas non plus un modèle qui va résoudre tous les problèmes et permettre à toutes les exploitations de s'en sortir. Euh, euh, Pardon. Et ensuite, oui, enfin, pardon, pour ces zones d'inclusion. Enfin, oui, enfin, pour finir sur ce qu'on a pu voir, c'est dans les auditions précédentes, il est ressorti qu'il y avait peu de contentieux. Vous l'avez un peu dit là en introduction, Madame Arrigui, mais effectivement, il y a aussi le côté où les agriculteurs, les exploitants ont eu pas mal de pression ou voilà, d'Atosca, etc., pour régler ces conflits. En Bah, fait, je vous laisse Bruno qui moi, qui a été dans ce cas. moi, je suis sur le tracé en exclusion et Jean-Philippe, le tracé en inclusion. Donc, quand on parle de conflit ou de contentieux, en fait, on est en exclusion. Moi, j'ai traité directement avec Atosca pour me faire exproprier pour une monnaie éviction, puisque je suis locataire. Par contre, les 2 tiers du tracé qui sont en inclusion, ils n'ont aucun interlocuteur à ce jour. Il n'y a pas de dialogue, donc il ne peut pas y avoir de conflit. Et les 3 qui ne sont pas traités, je ne sais pas, donc c'est forcément entre Saint-Germain et Castres et au bout à Verfeil. J'en connais déjà 2 qui n'ont pas terminé. Donc je pense qu'il y en a un peu plus que ça quand même. Ouais. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur l'inclusion d'emprise. Donc, moi, je trouve anormal qu'aujourd'hui, une entreprise agricole, comme nous, agriculteurs, ne soyons pas considérés. C'est-à-dire aujourd'hui,
on n'a pas de vision. On nous parle de la Terre aujourd'hui, mais on n'a aucune visibilité sur l'avenir. On ne sait pas, les terres donc, qui seront a priori compensées, on ne sait pas où elles seront. Donc, ce qui paraît quand même assez extraordinaire, quoi. Je ne sais pas quelle est l'entreprise industrielle, notamment, pour ne pas la citer, l'entreprise Fabre, qui accepterait qu'un de ces sites soit spolié et en contrepartie qu'on ne lui donne rien. Ça me paraît quand même à ce jour, alors que les travaux ont commencé de l'autoroute. Donc, c'est assez frappant, quoi, et inadmissible, je pense. Voilà. Merci, messieurs. Peut-être un mot de Monsieur Palou, s'il vous plaît. Oui, un mot peut-être assez long. Moi, nous personnellement, on regrette que cette audition ait lieu tardivement. On aurait voulu en discuter davantage. Il se trouve que l'interlocuteur, c'était plutôt la Chambre d'agriculture, plutôt administrative que professionnelle. On aurait vraiment voulu, entre les syndicats, discuter davantage du problème et des contraintes que ça pouvait amener et des points positifs. Moi, en ce qui nous concerne, on a toujours été pour l'autoroute pour une simple raison, c'est que pour le département, d'une part, qui est situé dans une géographie avec une montagne qui a des problèmes d'accessibilité par rapport à la capitale régionale. On trouve que c'est une excellente nouvelle pour les habitants de la montagne et pour leur désenclavement qui est vraiment difficile, notamment au niveau de la sécurité, notamment au niveau des problèmes sanitaires qu'on peut rencontrer, etc. Donc, on a toujours été positif là-dedans. Parce qu'il y a 40 ans que nous, personnellement, nous l'attendons. Notre syndicat n'était pas né, mais on est pour le développement économique et la partie économique, elle est à la fois aussi rurale, parce qu'il n'y a pas de ruralité sans agriculteurs. Et si on veut faire vivre cette ruralité, eh bien, il faut qu'il y ait des agriculteurs qui drainent tout autour de cette ruralité l'école, les petits commerces, les artisans, etc. Et donc, il y a une vie. Et cette vie, elle doit être alimentée au monde moderne d'aujourd'hui par une autoroute qui, justement, permettra de maintenir notre activité économique. Il ne faut pas oublier que, bon, moi, je suis castré en tant qu'agriculteur. On a perdu le visuel. Ah bon, d'accord. Oui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je suis là. Voilà. Alors, on fait partie de la partie économique. On a un bassin de 150 000 emplois. Donc, là-dedans, il y a des agriculteurs. En commune de Castres, c'est une très, très grande commune, à la fois rurale et urbaine. Quand je me suis installé, nous étions 320 agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes tout à peine une dizaine. Voilà. Bon, on va dire que c'est une évolution. Bon, on veut nous réduire, c'est une chose, mais on souhaiterait plutôt une agriculture de type artisanal plutôt qu'une agriculture de type urbaine, de type industriel. Pour la simple raison, c'est qu'on est capable de produire des produits de qualité dans le terroir que personne ne sont capables d'autres pays ne sont capables de produire, puisque nous sommes inscrits au patrimoine mondial de la gastronomie. Et donc, on produit, par exemple, 280 variétés de fromage dans notre secteur. Et il y en a 1200 au niveau national. Donc, c'est une histoire qui est particulière au niveau mondial. Et donc, à partir de là, nous devons justement développer cet acheminement au niveau de notre région. Voilà. On a une grande région, elle est aussi grande que l'Autriche,
comme l'Irlande. Voilà. Et donc, on doit suivre le train, sinon je pense qu'on sera absent. Et il faut vivre avec le temps. Alors moi, je me réjouis de cette autoroute. On aurait voulu la doubler, mais ça coûtait trop cher. Il y aurait eu davantage de casse. Et il se trouve que les habitants du secteur ont le choix. Ils ont le choix entre l'autoroute et la voie et la route d'aujourd'hui. Eh bien, c'est leur choix. Ils feront comme ils le décideront. Mais pour nous, c'est très important. Il se trouve que, bon, nous sommes des propriétaires du sol et je crois qu'à ce niveau-là, on a été un peu spoliés par rapport à la partie commerciale qui va se développer sur cette autoroute. Voilà. Je pense que ça aurait dû représenter davantage en ce qui nous concerne. Ça représente que 1/150e le prix du sol et par rapport à la réalisation. Et donc là, je pense que on nous a mis de côté. D'ailleurs, on n'a pas été convoqué. On n'a pas été convoqué. On aurait pu vraiment plus communiquer. Bon, maintenant, les choses sont faites, les choses sont bien avancées. Moi, je vais très souvent à Toulouse. Il y en a une bonne partie qui est réalisée. Donc maintenant, eh bien, ça suit son, ça va vers la réalisation. Voilà. La partie Castres, bon, eh bien, qui est d'une surface de 25 hectares, eh bien, il y a un montant de 2,5 millions. Et là, je regrette que de la partie après la goutte de Saïs jusqu'à Verfeil, eh bien, le montant ne soit que de 3 millions d'euros. Avec les compensations, on aurait préféré que les 3 millions d'euros ne comprennent que la partie foncière directement, plutôt que d'y ajouter la compensation qui représente un tiers, voire un quart de la surface. Voilà. Donc, en résumé, on peut dire oui, mais on nous en fait peut-être, on nous a pris pour un peu Jacques le Croquant. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment.